Alors, deux invités qui ont un rôle très important auprès des personnes traumatisées crâniennes et de leur famille. Il s'agit de Mme Mylène Arsenault, qui est infirmière à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal depuis 17 ans, dont 14 ans en soins critiques. Mme Arsenault détient une certification en soins intensifs de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Et de Mme Mélanie Bérubé, qui est conseillère clinicienne en traumatologie aussi à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Mme Bérubé est également chercheure associée au Centre de recherche de l'hôpital du Sacré-Cœur, axe traumatologie et orthopédie. Et on a convenu finalement que Mme Arsenault allait amorcer la réflexion et que Mme Bérubé allait compléter par la suite. Alors, parlez-nous, Mme Arsenault, du rôle que l'infirmière peut jouer aux soins intensifs auprès du traumatisé crânien. Parfait. Tout d'abord, l'infirmière de soins intensifs a un rôle primordial de surveillance étroite du patient traumatisé crânien. Lorsque le patient arrive aux soins intensifs, il est souvent instable et dans un état critique. Il a besoin de soins ultra spécialisés et de haute technologie et demande une vigilance accrue. L'infirmière demeure au chevet en permanence et effectue les interventions requises. Elle travaille, l'infirmière, étroitement en collaboration avec l'équipe médicale et une équipe interdisciplinaire composée, d'entre autres, d'un pharmacien, d'une travailleuse sociale, d'un physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste, infirmière ressources en traumatisme crânien, infirmière ressources en don d'organes, etc. L'infirmière, son rôle, c'est de soigner et d'aviser l'équipe de tout changement dans l'état de santé du patient. Surtout dans les premiers jours suivant le traumatisme, une petite anomalie là, ignorée ou non visualisée peut faire sûrement une différence dans l'évolution du patient traumatisé crânien. C'est pourquoi qu'à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, le docteur Francis Bernard, qui est neuro-intensiviste, qui a créé un protocole de gestion de l'hypertension intracrânienne qui nous aide beaucoup. Il est utilisé autant par les médecins résidents, les intensivistes et les infirmières. Ça nous permet de mieux contrôler et traiter l'hypertension intracrânienne chez un traumatisé crânien et ainsi, on l'espère, diminuer les risques de séquelles permanentes. L'infirmière a un rôle très important dans le soutien psychologique à la famille et aux patients surtout aussi. Selon les familles, le premier contact avec l'infirmière est déterminant pour établir une bonne relation de confiance. L'infirmière se doit d'être professionnelle, accueillante, empathique et surtout à l'écoute de leurs besoins. Selon les études, pour répondre aux besoins des familles en situation de crise, l'infirmière doit combler 3 besoins prioritaires. Le premier besoin, c'est le besoin de proximité avec le proche, permettre des contacts fréquents. Ils veulent les voir régulièrement. Des fois, c'est juste de les voir, ça les rassure. Bon, il est encore en vie, surtout à l'arrivée, à la mission, de permettre de le toucher au patient quand c'est possible et d'avoir des heures de visite flexibles. Ça permet de répondre aux besoins de proximité. Le deuxième besoin, c'est le besoin de soutien et réconfort que l'infirmière doit combler en faisant preuve d'empathie, de compréhension et surtout d'humanisme. Et le troisième besoin, qui est le plus important pour les familles, c'est le besoin d'information. D'heure en heure, nous devons répéter l'information régulièrement, les informer du moindre changement pour les encourager et les aider en vulgarisant les termes médicaux afin qu'ils comprennent mieux tous les soins, tous les traitements. Est-ce que vous êtes impliqué dans la décision que l'équipe va prendre? Est-ce que vous avez votre mot à dire, à savoir, est-ce qu'on poursuit les traitements? Oui, l'infirmière, tout d'abord, ne prend aucune décision. On n'a pas de pouvoir décisionnel sur ça. La prise de décision se fait toujours dans un cadre de rencontre familiale. L'infirmière joue un rôle de collaboration avec l'équipe médicale et de soutien à la famille. On assiste aux rencontres familiales et il y a plusieurs étapes à effectuer pour qu'une rencontre familiale se déroule bien. En fait, par rapport aux rencontres familiales, il y a 3-4 ans, on a regardé une façon de faire justement lorsqu'il y avait des prises de décision, une discussion avec les familles pour les prises de décision qui sont bien sûr évolutives.
comme on en a parlé jusqu'à maintenant. Et on s'est rendu compte que, bon, il y avait le corps médical et les infirmières d'un côté qui étaient un peu en silo et que les infirmières étaient un peu isolées dans toute la démarche. Et, bon, les résultats de la recherche démontrent quand même que lorsque l'infirmière et l'équipe médicale se joignent ensemble pour parler à la famille, donc bien sûr, il y a une démarche plus intégrée et également une amélioration de la satisfaction en lien avec les soins, en lien avec la communication qu'on a avec la famille. Donc, on a regardé comment on pouvait approcher cette démarche-là. Et maintenant, les infirmières assistent pratiquement à 100% du temps aux rencontres familiales. Donc, le médecin, les familles souvent vont prendre des rendez-vous avec les médecins. Alors, à ce moment-là, on planifie les rencontres. Les infirmières sont avisées qu'à telle heure, il y a une rencontre avec la famille et le médecin. Ils organisent leur horaire, leur emploi du temps pour être présentes. Bien sûr, dans ces rencontres familiales-là, il y a certaines étapes à respecter. L'infirmière va s'informer auprès de la famille qu'est-ce qu'ils connaissent, leur compréhension de la situation jusqu'à maintenant, leurs inquiétudes. Et c'est très important que l'infirmière et le médecin se parlent avant d'aller voir la famille également pour que l'infirmière puisse transmettre les inquiétudes que la famille a rapporté à l'infirmière pour que ce soit davantage intégré comme démarche. Et aussi pour que l'infirmière se sente partie prenante également de toute la démarche, parce que parfois le médecin, lui, a réfléchi à toute la situation, a pris en connaissance de différentes données et que l'infirmière n'est pas nécessairement encore au courant de tout ça. Et c'est important pour éviter des surprises lors des rencontres où les infirmières ne sont pas nécessairement rendues au même niveau dans toute la prise de connaissance, l'état du patient, pour éviter les surprises et qu'on soit sur la même longueur d'onde lors des rencontres. Et tout ça, bien sûr, faisant en sorte que l'infirmière va être en mesure de mieux soutenir aussi le patient et sa famille lorsque la rencontre familiale va se terminer, parce que, bien sûr, la famille va sortir dans un état X et c'est l'infirmière qui est là, qui va recevoir la famille et qui doit poursuivre le soutien par la suite. Donc, on a mis en place ces rencontres-là, ça fonctionne quand même relativement bien. Et ça n'empêche justement les infirmières de vivre certaines frustrations, de mieux comprendre aussi l'évolution de la famille, parce que souvent on entendait parler, oui, mais là on a l'impression qu'on fait de l'acharnement, on continue beaucoup les traitements. Et là, le fait que l'infirmière est présente lors des rencontres familiales fait en sorte que elle comprend tout le cheminement que la famille doit faire avant finalement, en collaboration avec l'équipe médicale, de prendre des décisions. Suite à la rencontre, c'est vraiment important là, de valider avec la famille ce qu'ils ont compris. Selon la littérature, suite à une rencontre, il y a seulement 50% des informations qui sont retenues. Souvent, les familles là, sont sous le choc. Ils focus ou se rappellent seulement d'un diagnostic ou d'un terme médical que le médecin a dit. Fait qu'il faut faire un petit résumé là, après la rencontre pour vraiment là, faire un petit débriefing là, de ce qu'ils ont compris pour les aider. Et pour terminer dans la prise de décision, pour terminer sur ce sujet-là, notre rôle lors du rapport interservice, c'est ça, c'est de faire un compte rendu au prochain quart de travail du résumé de la rencontre, de ce qui a été convenu, des réactions des familles, leur cheminement, le plan de traitement éventuel pour que de quart en quart de travail, on puisse donner la même information pour qu'on puisse aller dans le même sens. Et je suis curieuse de savoir quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des familles en ce qui concerne la prise de décision. Les questions des familles, nous, ce qu'on avait ressorti, des questions avec un patient traumatique crânien, vous voulez savoir plus en rapport au... c'est ça, on est sur le point de prendre une décision. Les familles nous demandent souvent, pensez-vous qu'il va mourir, qu'il va s'en sortir? C'est difficile de répondre. Il faut toujours les rassurer que nous faisons tout
ce que nous pouvons, que nous sommes arrivés à stabiliser, mais qu'il demeure critique de garder espoir. Une question comme avec votre expérience, des cas comme lui, en avez-vous vu qui s'en sortaient bien? C'est souvent demandé. C'est difficile à répondre, chaque cas, chaque patient est différent. S'il s'en sort, quelles seront les séquelles? Il est toujours trop tôt pour le dire, il faut prendre un jour à la fois, c'est ce qu'on leur dit. Combien de temps restera-t-il aux soins intensifs ou à l'hôpital? Souvent demandé, difficile pour les familles, ça chamboule leur vie. Leur quotidien, ça donne beaucoup de tracas, parfois des problèmes financiers. Il faut leur expliquer que ça sera long, qu'ils iront en réadaptation et de garder leur force pour plus tard, parce que c'est là qu'ils vont en avoir beaucoup besoin, puis les encourager de prendre une étape à la fois. Souvent, ils nous demandent fait-il de la fièvre et à combien il est. Les rassurer qu'une température élevée ne veut pas dire toujours que c'est un signe d'infection, parce que souvent, cette question-là nous revient. Là, ils ont tellement peur qu'ils fassent de la fièvre parce qu'ils ont peur que ça se détériore toujours. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que je peux lui parler? C'est souvent demandé. Les familles sont surprises de savoir que c'est sûr qu'on n'a pas de réponse là, certaine, mais on se dit que oui. Et que le personnel leur parle toujours, on leur explique qu'on se présente, on leur explique tout ce qu'on fait, nos soins. On leur dit quelle date il est, qu'est-ce que le patient, vous avez eu un accident de la route et on leur explique tout. Ils nous demandent souvent s'ils ont peur qu'ils souffrent. Il est important de les rassurer que le patient reçoit des analgésiques et des sédatifs pour le confort et qu'il y a des signes qui peuvent nous indiquer qu'un patient est dans le coma est souffrant ou inconfortable. Ça la rassure beaucoup. Il nous demande aussi, devons-nous faire venir la famille de loin ou des jeunes enfants pour les voir le patient. C'est sûr que c'est imprévisible, hein, un patient traumatique crânien peut se détériorer rapidement. Alors, c'est personnel à chacun, tout dépend de la situation. Surtout pour les enfants, il est primordial là, de les préparer avant qu'ils viennent voir un proche là, aux soins intensifs, parce que ça peut être un événement traumatisant. Comment il sera en sortant du coma? Il faut leur expliquer qu'ils sont souvent agités et confus et que c'est normal et que peu à peu la conscience va revenir. Pourquoi on continue tout cela s'il y a peu de chances de s'en sortir? Va-t-il endurer encore cela longtemps? Il n'y a pas vraiment de réponse magique ou toute faite. Parfois, on ne sait pas vraiment quoi dire. Il faut être honnête et diplomate. Respecter leur cheminement. Toujours avoir en tête que c'est une expérience unique et que les réactions sont inattendues et augmentées quand ils sont impliqués émotivement. Et je me dis souvent, comment moi je réagirais si ce serait mon père, ma mère ou mon fils? Il faut se mettre dans la peau de l'autre quand nous travaillons avec des êtres humains. Je vais peut-être vous écourter un petit peu, j'en suis désolée, à moins que vous ayez des choses à ajouter, parce qu'on avait convenu qu'on laissait une période pour des questions. Est-ce que je vous laisse ajouter autre chose? Vous voulez savoir peut-être les réactions des familles rapidement? Oui. Les familles là, sont en situation de crise, en état de choc. C'est un peu les mêmes étapes qu'un deuil, hein, la colère, les frustrations. Il y a beaucoup d'anxiété due à l'incertitude hein, de la situation. C'est sûr que quand on poursuit les traitements, ils ont beaucoup d'espoir. Il faut les aider dans ça, les soutenir. Eux, ils veulent qu'ils s'en sortent, peu importe les séquelles. Hein, je veux qu'ils reviennent à la maison. L'important, c'est qu'ils s'en sortent. J'ai besoin de lui. Lorsque c'est un arrêt de traitement ou un soin de fin de vie, il faut essayer de les déculpabiliser. Hein, les mères avec des jeunes accidentés de la route, souvent les traumatiques crâniens, se disent qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pas dû lui prêter ma voiture, j'aurais dû le surveiller plus. À ce moment-là, il faut recadrer les perceptions en leur disant qu'il est difficile de contrôler les faits et gestes de nos jeunes, de nos enfants, de nos adolescents. Alors, à ce moment-là, ils se sentent moins coupables. De les rassurer que la décision finale se prend. Les médecins souvent rassurent les familles que c'est eux qui prennent la décision. Ils ne remettent pas ça sur les épaules là, de la famille. C'est toujours là, en collaboration, mais c'est vraiment le médecin qui décide de la décision finale avec leur accord,
comme on a dit, dans le meilleur intérêt du patient pour sa dignité. Bien, merci beaucoup à vous deux.